Oui, donc bonjour à tous. Merci André d'avoir bien voulu accepter mon invitation à cet événement en ligne qui s'appelle Apiculture et conscience, coopérer avec les abeilles. Et donc, connaissant un peu les actions de Free the Bees, dont tu es le directeur général, tu es aussi l'initiateur et le fondateur de cette organisation. Donc, tu résides en Suisse et donc je te remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer et d'apporter aussi ton éclairage sur ta vision de l'apiculture et notamment au vu des défis actuels que rencontrent l'abeille et les apiculteurs, comment Free the Bees s'inscrit dans des actions qui permettraient d'être vraiment dans cette coopération plutôt que dans l'exploitation dont on voit malgré tout tous les effets délétères. Voilà, merci à toi. Et pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et qu'est-ce qui t'a amené finalement à découvrir l'abeille, à t'intéresser à l'abeille, à l'apiculture? Et donc, en quelque sorte, quel était ton parcours professionnel qui t'a amené à ce sujet? Volontiers, oui. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être ici parmi tous ces autres personnes de grands noms, de grandes connaissances. Voilà, moi je m'appelle André Vermelinger. Je viens au niveau professionnel d'une toute autre domaine. J'ai fait un apprentissage en électronique. Je suis ingénieur électronique. Après, j'ai fait pendant longtemps des projets dans la télécommunication, guide de projet. Après, j'ai commencé avec le lean management. On va en parler tout à l'heure, je crois. Donc, tout ce qui est amélioration de processus, amélioration de flux dans des chaînes de valeur. Et c'est toujours la nature qui m'a fasciné. Donc, au niveau de mes hobbies, j'avais toujours quelque chose qui était assez proche de la nature. Et il y a, je crois, bientôt 17-18 ans, j'ai acheté une vieille ferme, 1823, avec un peu de terrain. Donc, je m'intéressais au jardin, aux arbres fruitiers, aux produits qu'on peut faire avec tout ça. Et mon copain qui est apiculteur, j'avais de temps en temps aidé à faire l'extraction de miel. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est super, il faut aussi que j'ai des abeilles chez moi. Ouais, avec une vision très très naïve, donc je voulais acheter un extracteur, une ruche suisse, comme j'ai vu chez ce copain. Et avant d'avoir commencé, j'ai fait un peu de lecture. Qu'est-ce que c'est une abeille mellifère? Parce que je ne savais rien du tout des abeilles. J'ai vite vu dans la lecture qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'une abeille dans la nature, elle vit complètement différent que dans l'apiculture, dans nos ruches. Et j'ai vite commencé à critiquer d'abord mon copain, c'est clair, après les apiculteurs. Je commençais à poser des questions. Et voilà, ça démarrait toute une énergie jusqu'à la formation de Free the Bees. Et voilà où on y est aujourd'hui. D'accord, merci pour cette présentation. Et tu nous parlais du lead management. Qu'est-ce que c'est que le lead management et sur quel principe clé il repose ce lead management, puisque tu en es un spécialiste et tu l'appliques à différents processus, comme tu l'as présenté succinctement. Et après, on parlera justement comment ce lead management, tu as pu quelque part l'appliquer dans l'apiculture, en tout cas dans la pratique de l'apiculture actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que c'est et sur quelle clé elle repose? Bon, le lean management, sans entrer dans des termes trop techniques, dans des détails, on essaie toujours de regarder des chaînes de valeur. On essaie de définir qu'est-ce que c'est le valeur de ce qu'on crée, et on essaie toujours de se mettre dans l'avis des clients. Donc, c'est toujours le client qui définit ce qui lui apporte du valeur. Et dans la chaîne de valeur, on essaie de produire d'une manière le plus efficace. On essaie d'éviter le gaspillage.
on mise sur la perfection, donc l'amélioration continue qui est bien connue. Il y a des choses comme par exemple le juste en temps, just in time, donc on évite un peu le stockage parce que le stockage, on dit que c'est mauvais, ça coûte, on essaie d'intégrer les fournisseurs, tout ça, et voilà, on essaie de standardiser. Et c'est quelque chose que j'ai appris au niveau professionnel et c'est clair que c'est assez performant. Et quand je regarde un nouveau thème, pour moi nouveau, il y a, je crois, 12 ans, au niveau des abeilles, je ne peux pas m'empêcher de mettre ces réflexions aussi là-dedans parce que dans l'apiculture, on ne fait rien d'autre que de produire un produit. Et maintenant, la grande question, c'est quel est le bon produit qu'on produit ou qu'on devrait produire et de quelle manière on le produit. Et en quoi l'approche du lean management peut être appliquée à l'apiculture? Et voilà, et donc comment est-ce que c'est possible d'améliorer finalement la gestion, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas les pratiques, en tout cas comment être avec les abeilles en appliquant peut-être ces principes du lean management. Comment toi tu l'as appliqué? Ouais, comment c'est possible d'appliquer le lean management à l'apiculture par exemple? Moi, je me pose par exemple la question, comme je viens de le dire déjà, quel est le produit qu'on produit aujourd'hui? Quel est le produit qu'on devrait peut-être produire? Et après, on peut se poser la question, comment on produit tout ça? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, tout est basé à la production du miel. Donc, le miel qui est aussi le système de motivation principal pour un apiculteur, pour une apicultrice, parce que c'est ça, voilà, ce qu'on peut vendre ou si on fait des cadeaux, si on ne le vend pas, on reçoit une bonne réputation, tout le monde nous aime, tout le monde nous aime, tout le monde aime nos produits, le miel. Donc tout est centré sur la production de miel. Mais maintenant, je commence à sortir un peu de mes émotions et j'essaie de regarder les chiffres. Qu'est-ce que les faits et les chiffres me montrent? Qu'est-ce que je devrais produire? Parce que ce qui est important au niveau économique et au niveau écologique, c'est pas du tout le miel. Ce qui est important, c'est clairement la pollinisation. Et pas seulement au niveau écologique, mais surtout aussi au niveau économique, parce que le miel, c'est pas trop important au niveau économique, mais la pollinisation est cruciale, elle est primordiale. Et maintenant, quand on connaît mieux l'apiculture, on voit tout de suite que quand on produit du miel, c'est impossible de produire du miel sans une certaine intensité dans les méthodes de production, dans l'apiculture. Mais la pollinisation, on pourrait produire d'une manière très, très naturelle, très, très durable. Donc, pour résumer tout ça, aujourd'hui, l'apiculture produit le faux produit d'une manière intense et non durable. Donc, c'est à quelque part tordu, c'est mal réfléchi, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est quelque chose qui était peut-être justifié il y a 200 ans, mais aujourd'hui, c'est plus du tout justifié, donc il faut changer complètement les méthodes. Et donc, ce que tu dis, c'est vraiment en analysant finalement la chaîne de valeur de la production, on va dire de l'abeille en contact avec la fleur, jusqu'à l'extraction du miel et sa mise en pot. Tu as analysé toute cette chaîne en fait de production. Et ce que tu disais très rapidement en conclusion, c'est que finalement, le produit miel, à l'arrivée, finalement, a une valeur très inférieure à la pratique de la pollinisation par les abeilles. Est-ce que tu peux peut-être, en termes d'exemple, pour nos auditeurs, auditrices, apicultrices, expliquer justement dans ces différentes étapes de la chaîne de production du miel, là où tu penses qu'il y a, en appliquant le lean management, des points justement qui posent question et sur lesquels chacun pourrait s'interroger pour peut-être remettre en question ces aspects-là. Oui. Parce que la conclusion que tu tires, en effet, la pollinisation a une valeur
globale et collective bien plus importante que finalement l'intérêt individuel de consommer du miel. Mais toute cette analyse, en fait, elle est aussi pertinente pour que chacun prenne conscience, en fait, des enjeux, en fait, que l'analyse puisse être faite par chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, justement, sur ces différentes étapes et comment les points clés du lean management peuvent être appliqués, en fait? Je pense, pour bien comprendre, le plus simple, c'est juste de faire deux extrêmes. Donc, ici, dans la plupart des endroits en Suisse, si je laisse les abeilles à elles-mêmes, sans les toucher, la plupart de ces abeilles meurent. Et elles ne meurent pas du tout pour le varroa, elles ne meurent pas du tout pour la loque ou autre chose, des maladies. Elles meurent parce qu'elle a faim. Donc, elle n'a pas assez à se nourrir, pas assez de nourriture pour se préparer pour l'hiver avec son miel qu'elle a besoin. Donc, il n'y a aucun gramme de miel à sortir d'une colonie qui vit sans les apiculteurs, en tout cas pas dans la plupart des régions en Suisse. Il y a peut-être 2-3 régions où c'est possible, peut-être dans une ville qui a plus de biodiversité, peut-être au niveau des préalpes, mais c'est devenu très difficile. Et maintenant, le moyen de production de miel par colonie en Suisse est de 20 kg de miel. Donc, les apiculteurs en Suisse produisent 20 kg de miel par ruche. Et moi, je dis, la même colonie au niveau nature, qui n'est pas touchée par les apiculteurs, elle crève de famine. Donc, ça, c'est l'énorme intensité avec laquelle on travaille dans l'apiculture. Et souvent, les apiculteurs ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ils n'ont jamais essayé d'avoir leur colonie sans les toucher sous des conditions naturelles. Et maintenant, si on regarde un peu les facteurs, comment on fait cette intensité, à mon avis, un facteur numéro 1, c'est qu'on joue avec les volumes des ruches. Donc, c'est le fameux, c'est les hausses à miel qu'on place au-dessus du couvain au printemps, quand il y a justement tout le nectar, toutes les fleurs qui fleurissent. Et ça, c'est une pure méthode d'augmenter la production. Ça n'a rien à voir avec la nature. Ça stimule les abeilles d'une manière néfaste, d'une manière... ça les pousse à produire quelque chose que dans la nature, elles ne pouvaient pas produire. Et en même temps, si on regarde ça de nouveau avec les chiffres, si on regarde ça au niveau, par exemple, métabolisme total, on demande un travail, une énergie sur toute l'année qui est 5 à 10 fois plus que dans la nature. Donc, on demande une énergie énorme des abeilles et après, on se pose la question pourquoi elles sont malades. Donc, je peux déjà l'expliquer uniquement avec ce stress parce qu'on les pousse à faire quelque chose que la nature n'a pas prévu comme ça. Oui, donc, merci pour cet exemple qui est très parlant. Hein, et c'est vrai que je parlais récemment avec un apiculteur qui disait qu'en effet, si on ne mettait pas de hausse, on laissait uniquement finalement le volume disponible à la colonie. En fait, la colonie régulait au fil de la saison complètement ses besoins alimentaires et pour permettre finalement quelque part une survie adaptée à son environnement sur la durée. Et le fait en effet de mettre des hausses, c'est comme si ça la poussait finalement au-delà de ses propres besoins à remplir cet espace vide. C'est un petit peu ça dont tu parles, hein, c'est ça? Il y a 36 000 interactions là-dessus parce que le moment où je pose une hausse à miel, j'influence l'essaimage naturel. Donc, nos abeilles ne savent plus du tout essaimer d'une manière naturelle. Et ça, seulement ce fait, il empêche complètement la sélection naturelle, l'évolution naturelle.
Donc, ça laisse des grandes traces. Et après, on peut parler de plein d'autres facteurs. On a des ruches qui sont trop grandes en général. On a des cadres mobiles qui empêchent plein de choses qui se passent dans la nature, qui sont importantes pour le système immunitaire. On a des ruches qui sont mal isolées, on a l'eau condensée, on a la pourriture, après les abeilles s'intoxinent avec les toxines faites par les champignons. Désolé, je ne connais pas ces mots assez précis, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Et après, on fait encore la multiplication des abeilles d'une manière artificielle. On donne du sucre, donc une nourriture qui est pas faite pour les abeilles. Donc, plein de processus. Et le but, ou pourquoi les apiculteurs font tout ça, c'est uniquement pour augmenter le rendement de miel. Et maintenant, ce qui concerne en tout cas les apiculteurs suisses, c'est un peu bizarre parce qu'en Suisse, on n'a pratiquement que des apiculteurs qui font ça comme hobby. On n'a presque pas de professionnels. C'est, à mon avis, presque impossible de vivre des abeilles en Suisse. Alors, c'est 2 fois plus ambigu parce qu'en même temps, on travaille avec une haute intensité qui n'est pas du tout durable. En même temps, on gagne rien là-dessus. On dit, c'est mon hobby, je consacre du temps, je suis l'ami des abeilles, je suis l'ami de la nature. Donc, on se ment, on se ment à soi-même. Et quand on a préparé un petit peu cette interview, tu me parlais aussi du rôle important de la prévention. Que en fait cet aspect de prévention n'était pas suffisamment pris en compte dans notre réflexion, tant au niveau social qu'au niveau économique, mais aussi dans l'apiculture, en tout cas dans la vision de l'apiculture que l'on a. On a une vision très à court terme. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler justement dans toute ta réflexion, voilà, notre vision de l'apiculture et de l'histoire de l'apiculture est finalement sur une très courte échelle, et que pour comprendre peut-être les besoins physiologiques, en tout cas l'apiculture de demain, c'est intéressant quand même aussi de voir, de changer de perspective et d'échelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet de la prévention et du regard qu'on a sur l'apiculture? C'est un thème qui est particulièrement intéressant, cette prévention. Et moi, je tire un peu les parallèles entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et il y a plein de parallèles. Donc, c'est des choses qui sont incrustées dans nos têtes. C'est des choses qui sont aussi qui sont dominées par nos systèmes économiques, si on veut. Donc, la prévention, par exemple, prenons les coûts de santé qui explosent en Suisse en ces temps. Depuis très longtemps, ça fait que de monter les coûts pour la santé humaine. Et pour l'instant, on paye, on calcule avec 2% de tous les coûts pour la prévention. Donc, que 2% pour la prévention des maladies au niveau humain. Et maintenant, c'est intéressant parce que beaucoup de maladies qui apparaissent sont des soi-disant maladies de civilisation. Donc, une mauvaise nourriture, par exemple, plein d'autres facteurs, c'est très, très important. Et maintenant, avec la prévention, on pourrait éviter des maladies qui doivent après être traitées par les médicaments. Et maintenant, au niveau économique, de nouveau aussi au niveau d'un lean management mal compris, si je fais la prévention dans une entreprise, je lutte contre un fantôme qui n'existe encore pas. Donc, j'essaie de, comment dire, de prévenir. Prévenir, merci. J'essaie de prévenir un problème dans le futur qui n'est encore pas un problème aujourd'hui.
Donc, si je demande à mes supérieurs de me donner l'argent pour un problème qui n'existe pas, ils disent, mais tu traites un fantôme. Donc, ils peuvent, dans la manière actuelle, au niveau d'économie et dans nos pensées, je ne reçois pas l'argent pour la prévention, qui est complètement faux. Et tu viens de le dire, on pense au niveau de toute l'économie, on pense dans des laps de temps de plus en plus courts, donc de trimestre en trimestre par exemple, ce qui est impossible de gérer nos grands problèmes qui sont d'une manière beaucoup plus large. Prenons par exemple juste une prairie fleurie. Une prairie fleurie, après qu'on a fait l'agriculture là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on arrive dans 2, 3 ans, c'est un truc qu'on arrive à 10 ou 20 ans. Donc, il faut planifier à long terme pour avoir une diversité de fleurs, une biodiversité pour nourrir nos insectes. Et par rapport à cette prévention et ce regard sur l'échelle du temps, quel est ton regard par rapport à l'apiculture en tant que telle, dans cette réflexion justement d'une apiculture qui serait plus respectueuse? Parce qu'on pense, par exemple, que dans d'autres pays du monde où autrefois l'apiculture était plus respectueuse, est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce qu'il faut revenir à des pratiques anciennes ou est-ce que finalement il y a une évolution naturelle et notre regard il est biaisé sur notre courte période sur Terre quelque part? Moi, je pense l'apiculture, c'est quand même c'est une sorte de base pour notre vie. Donc, ouais, peut-être pas l'apiculture, mais parlons des abeilles en général. Donc, en Suisse, les 600 espèces d'abeilles sauvages qui étaient là un jour. Maintenant, on a déjà perdu pas mal de ces 600 espèces, mais si on pense à long terme, si on veut une bonne base de vie aussi pour l'homme, il faut de toute façon quelque chose qui est durable. Même si on veut augmenter la production dans l'agriculture, il ne nous faut pas un maximum des abeilles mellifères, il nous faut surtout une grande diversité des pollinisateurs. Donc, il faut réfléchir vraiment à long terme. Il faut avoir une agriculture qui permet à tous ces insectes de vivre. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture, tous ces abeilles sauvages ont des grands problèmes de pouvoir survivre. Il manque des structures de sol qui favorisent les abeilles sauvages. Il manque la nourriture diversifiée. Il manque plein de choses jusqu'au bois mort. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut sécuriser que ces abeilles sauvages peuvent vivre et peuvent polliniser. Et tout ce qu'on fait actuellement, de nouveau, avec le laps de temps très court qu'on regarde, on voit qu'on a un problème avec les pollinisateurs. Donc, c'est en descendant, il y a de moins en moins de diversité, il y a de moins en moins de masse, comment dire, de masse bio, je crois on peut dire. Donc, le nombre des insectes qui pollinisent. Et on essaye de faire le contrepoids avec de plus en plus d'abeilles mellifères pour la pollinisation, parce que les abeilles mellifères, on peut bien les manager, donc je peux les multiplier, je peux les nourrir s'il n'y a pas assez de nourriture, et je peux assez bien planifier à quel mois j'ai besoin, combien d'abeilles mellifères sur quel champ. Mais voilà, tout ça, c'est pas la durabilité, ça c'est une maximisation à court terme. Comme on connaît des banques, on critique toujours les banques, mais on travaille de la même chose, de la même manière. Merci André pour ce regard. Et on parlait également des symptômes et des causes. Ouais. Hein, souvent, on prend les symptômes pour des causes. Et dans le cadre de l'apiculture, de la pratique apicole, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples justement d'éléments symptomatiques qui sont pris en cause
et qui sont pris en compte et pas forcément les vraies causes en fait qui sont à l'origine de ces symptômes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples appliqués à l'apiculture? On peut de nouveau faire une comparaison. Alors, dans la médecine humaine, j'ai mal à la tête, donc je prends une pilule qui supprime les maux de tête. Ça, c'est traiter un symptôme. Normalement, on ne se pose pas la question pourquoi j'ai mal à la tête, d'où ça vient. Et par exemple, un enfant fait ça super bien. Un enfant te pose 10 fois pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc, il essaie de comprendre. Et ça, c'est chercher ou trouver les vraies causes qui sont là derrière. Et maintenant, dans l'apiculture, c'est la même chose. Par exemple, prenons les varrois. Donc, du coup, il y a les varrois qui arrivent. Tout le monde pique une crise, a tout de suite peur. On va perdre toutes nos abeilles. Alors, on commence à lutter contre les varrois. Cette lutte, elle est perdue de l'avance parce qu'on ne peut pas lutter contre des virus, on ne peut pas lutter contre des parasites. On peut, mais souvent, on perd la lutte. Je crois aujourd'hui, il n'y a personne qui croit qu'un jour, on va pouvoir expulser ce varroa. Donc, il est ici, il va vivre avec nous si on veut ou pas. Et là, si on regarde un peu dans la nature, dans les études, dans la pratique de certains apiculteurs, nos abeilles peuvent parfaitement bien vivre avec les varrois sous certaines conditions, parce qu'ils ont des stratégies de défense hautement développées, ils ont un système immunitaire, mais pour renforcer leur système immunitaire, pour leur laisser la liberté de développer des stratégies de lutte, il faut leur donner un tout petit peu de temps et il faut leur donner un espace naturel. Donc, si je demande à ces abeilles de vivre dans une ruche mal isolée, avec beaucoup trop d'humidité, avec l'eau condensée, avec la pourriture dans les coins, avec les cadres mobiles nourris avec du sucre, c'est clair que ces abeilles elles ne vont jamais s'adapter avec les varrois, c'est impossible. Mais le vrai problème, c'est pas l'arrivée des varrois. Le cause, c'est beaucoup plus profond. C'est qu'on garde nos abeilles d'une manière pas du tout naturelle. Si on gardait qu'est-ce qu'on peut dire? Si on gardait un poule, par exemple, de la même manière, il y a plein d'organisations qui commencent à lutter pour le bien des poules. Et pour toi, donc, avec ce regard justement sur les causes et les symptômes, quels sont les grands défis auxquels sont confrontés les abeilles et les apiculteurs, apicultrices qui s'en occupent actuellement? Il y a quand même des grands défis. Et au regard de ces symptômes, des causes, c'est quoi l'analyse que tu as de ces défis? Et après, on parlera de comment on peut faire face à ces défis. Je crois les défis, à mon avis, il faut toujours aussi parler des abeilles en général, donc des abeilles sauvages, pas seulement des abeilles mellifères qui sont surtout dans l'apiculture. Et je crois qu'on peut clairement dire que les abeilles en général, il y a deux grands problèmes. Problème numéro un, c'est la perte des habitats. Problème numéro deux, c'est toutes les substances toxiques qui cherchent, qui travaillent contre la santé dans ces abeilles. Et il y a de plus en plus d'idées que c'est aussi l'échauffement climatique, à mon avis, et au niveau scientifique, c'est complètement faux, parce qu'au niveau de l'échauffement climatique, il y a certainement des changements, parce que si ça devient plus chaud, il y a certaines espèces qui ne peuvent plus vivre, mais il y a aussi d'autres qui profitent. Et moi, je me pose par exemple la question, est-ce que l'abeille mellifère, en tout cas chez nous en Suisse, ne profite pas de cet échauffement climatique? C'est une idée que personne ne veut discuter en ces temps, c'est beaucoup trop politique, mais voilà, il faut bien regarder les faits aussi au niveau de ça. Et maintenant,
ça, c'est les défis un peu en général pour les insectes, pour les abeilles sauvages. Et les défis pour l'abeille mellifère ne sont pas seulement ceux-ci, parce que les abeilles mellifères, la plupart d'entre elles, sont gardées par des apiculteurs. Et là, les défis sont complètement différents, parce qu'on les garde justement dans des ruches qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas adaptées pour l'abeille. On les nourrit avec du sucre, on les traite en Suisse au minimum 3 fois par année avec l'acide oxalique, l'acide formique. On connaît bien ces effets secondaires de ces acides parce que c'est horrible, ça va jusqu'à des cellules qui sont attaquées, qui meurent. Si on fait le moindre surdosage, ça tue directement la reine. Donc, voilà, c'est des produits hautement ambigus. Et on a des meilleures possibilités aujourd'hui. Et donc, pour toi, pour rester pragmatique, hein, puisque, bon, on le sait, il y a toute forme d'apiculture qui sont pratiquées entre l'apiculture dite de loisirs et l'apiculture professionnelle qui peut être aussi très intensive dans tous les défis auxquels les abeilles sont confrontées. Quels sont les compromis pour toi, ou en tout cas, quelle est l'attitude la plus éthique qui permettrait de pouvoir assurer finalement une coopération la plus juste possible, même si on fait le constat qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites d'une manière un peu contradictoire, on va dire. Comment rester pragmatique pour assurer la survie des abeilles, parce qu'on fait le constat que si les abeilles sont livrées à elles-mêmes dans la nature, la plupart du temps, elles ne vont pas avoir des ressources suffisantes, donc elles vont mourir. Et en même temps, pour assurer un service de pollinisation, il faut bien que les abeilles survivent. Et donc, quel est le rôle pour toi éthique que pourraient avoir les apiculteurs dans cette coopération avec les abeilles pour rester pragmatique dans cette situation particulière que nous vivons? On se pose cette question depuis de nombreuses années et on a créé notre méthodologie apicole pour l'expliquer. Parce que, à mon avis, il faut faire des compromis. La bonne méthode apicole n'existe plus, n'existe pas, est un mensonge. Et là, je critique aussi directement les officiels, l'apiculture conventionnelle en Suisse, parce que tous les cours, toutes leurs idées se passent sur la bonne pratique apicole. Donc, soit tu respectes ce qu'eux disent, soit tu es un mauvais apiculteur. Et ça, c'est un mensonge. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et nous, on a commencé à réfléchir il y a des années quels sont les facteurs qui définissent l'intensité avec laquelle on travaille avec les abeilles. Et ce travail, il n'y a personne qui n'a jamais vraiment été fait. Donc, on a trouvé une multitude de facteurs et on a créé notre méthodologie apicole, un tableau, si on veut, où à gauche, on regarde comment les abeilles vivent dans la nature sans aucune intervention par l'homme. Et à droite, on a pris l'apiculture intensive, où le premier but, c'est de produire du miel. Et entre deux, on a créé maintenant trois autres méthodes pour montrer qu'on a toute une multitude de méthodes à travailler avec les abeilles. Donc, une méthode, par exemple, extensive, où on veut toujours produire du miel, mais d'une manière plus durable, par exemple, sans les acides. On a créé une méthode proche de la nature. Donc, là, c'est plutôt de garder les abeilles d'une manière le plus proche de la nature possible, avoir les essaims, multiplier des abeilles, mais là, c'est impossible de faire du miel. Et comme ça, on peut faire cette multitude de méthodes. Et le mot-clé, à mon avis, c'est de jouer avec ces méthodes et de diversifier les méthodes. Donc, à mon avis, si un apiculteur, une apicultrice veut vraiment travailler d'une manière durable, responsable, c'est impossible avec une méthode.
Donc, il faut au minimum deux méthodes, à mon avis. Une qui est un peu plus orientée vers la production, parce que sinon, tôt ou tard, on perd la motivation de garder les abeilles. Et une méthode qui est plus orientée vers l'abeille, la santé de l'abeille ou bien la nature. Et c'est comme ça, je crois, le mot-clé, c'est la diversification et de bien se rendre compte de la méthode d'après laquelle on travaille. Parce qu'en Suisse, c'est justement le contraire. Quand je fais un cours conventionnel au niveau de l'apiculture, on me dit, ça c'est la bonne pratique apicole, tu dois travailler ainsi. Et sur mon tableau, sur notre tableau, on voit bien que c'est une méthode intensive. Donc, on veut que le rendement du miel, ça ne peut pas être la bonne pratique apicole possible. Oui, donc ce que tu dis, si je peux résumer, c'est que voilà, vous avez présenté différentes approches en fait d'apiculture, Oui. de la méthode très intensive à la méthode la plus extensive possible où on laisse complètement les abeilles. Et entre les deux, il y a différentes possibilités qui laissent la possibilité à chacun de choisir en fonction de ses objectifs, en fonction de ses contraintes environnementales, en fonction de ses intérêts aussi, de pouvoir avoir une grille de lecture en sachant si elle se trouve beaucoup plutôt vers l'intensivité ou plutôt vers le côté naturel. Et ça laisse aussi la responsabilité de chacun, finalement, de trouver qu'est-ce qui lui convient le mieux à un instant T dans un environnement donné. C'est bien ça? Oui, c'est bien résumé et c'est très important, c'est la responsabilité à chacun. Nous, on ne veut pas dire ce qui est juste, ce qui est faux, on ne veut pas valoriser tout ça. On essaie juste d'avoir une diversification plus large. Mais si un apiculteur professionnel il va nourrir sa famille, donc il travaille différemment qu'un apiculteur qui fait un tout petit peu, qui a plaisir de garder les abeilles pour son hobby. Ils peuvent travailler complètement différemment. Oui, et je trouve très bien cette approche, en fait, qui est vraiment de la mise en conscience de nos actions et de nos pratiques. Et que c'est à travers cette mise en conscience, à travers justement cette grille de lecture que vous proposez, que chacun peut se situer et définir dans quel type d'apiculture il est et lui permettre aussi, s'il le souhaite, de pouvoir évoluer en sachant qu'il a des possibilités et des pratiques qui sont proposées. Et donc, c'est pour ça que j'allais te poser la question de ton regard sur la transhumance, les traitements varrois, sur le nourrissement, sur l'élevage artificiel des rennes, etc. En fait, tous ces éléments-là sont inclus dans la grille de lecture. Et chacun, en fonction de ses objectifs, de ses contraintes, peut ou non s'orienter vers ces pratiques. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est Free the Bees, un petit peu de l'organisation dont tu es le directeur ou le président. Et est-ce que tu peux nous parler justement quelles sont un peu les missions de Free the Bees? Quelles sont les actions que vous mettez en place? Quel est son objectif au départ? Voilà, au-delà des formations dont tu as parlé ou de cette grille de lecture qui permet à chacun de pouvoir se situer par rapport à sa pratique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de Free the Bees et de ses objectifs? Bon, déjà en Suisse, on est les seuls qui regardent l'abeille mellifère pas simplement comme animal de rente, mais aussi comme animal sauvage. Alors ça donne déjà certaines frictions. Étant donné que maintenant aussi officiellement, depuis 2020, en Suisse, l'abeille mellifère est en même temps un animal sauvage, en même temps un animal de rente, on se repose un peu notre mission sur trois piliers. Alors, le pilier numéro un, c'est qu'on est absolument persuadé qu'il faut protéger et promouvoir les abeilles mellifères dans la nature. Parce que uniquement dans la nature, dans son environnement naturel,
uniquement là, c'est possible que l'adaptation à la nature se fait et aussi l'adaptation au changement de la nature. Parce que, voilà, on a parlé avant un tout petit peu de l'échauffement climatique. Pour l'instant, ça devient plus chaud. Il y a plein d'autres facteurs qui changent pour les abeilles. Donc, ils doivent s'adapter à tous ces changements et ils peuvent s'adapter. Ils peuvent s'adapter d'une manière très, très vite parce que chaque année, on a une nouvelle génération. Donc, d'ici 5 à 10 ans, on a déjà fait un pas au niveau de la sélection énorme, mais uniquement au niveau naturel, pas dans l'apiculture. Alors, il faut la garder dans la nature. Le deuxième pilier, c'est justement l'apiculture, avec les méthodes d'apiculture qu'on vient de parler à travers de ce tableau, où on donne les informations aux apiculteurs, on fait une sorte de transparence pour augmenter la conscience, savoir comment je travaille, comment je pourrais mieux travailler à travers des cours, à travers des discours, des formations continues, tout ce que tu veux, à travers des concepts. Et là, on essaie d'améliorer l'apiculture, de faire quelque chose de plus durable qu'aujourd'hui. Et maintenant, le troisième pilier, c'est aussi très important parce qu'on sait qu'en Suisse, dans pas mal de régions, les abeilles dans la nature ne peuvent plus survivre. Donc, on les perd d'année en année, chaque hiver. Des fois, on les perd déjà pendant l'été. Et par exemple, ça, c'est souvent les zones qui sont dominées par l'agriculture. Alors là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour augmenter la valeur de ces zones. Et augmenter la valeur, ça veut dire, premièrement, planter les fleurs, tout ce qui fleurit, une diversité de sources de nectar pour les abeilles mellifères et pour les autres insectes. Deuxièmement, à l'abeille mellifère, il manque les grandes cavités dans l'arbre. Donc, on a appris comment faire les cavités à travers la fameuse méthode historique du Moyen-Âge, ce qu'on appelle en allemand Zeidlerei, une sorte d'apiculture historique ancestrale où on fait des cavités sur des arbres. On fait un imitat de cavité de son habitat naturel. Et tout ça, c'est très important et peut-être dans un futur, on va aussi attaquer le thème des toxines. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on prenne position, mais ce n'est pas quelque chose qu'on travaille activement. Ok, et merci pour ces précisions. Et pourquoi c'est important de permettre un retour à la nature des abeilles de manière sauvage? Puisque tu l'as évoqué, il y a quand même une difficulté qu'elles puissent trouver en fait dans un milieu sauvage, même si on pense idyllique. Tu parlais en début d'entretien qu'en les laissant toutes seules, elles vont mourir de faim. Donc, est-ce que le réensauvagement que vous proposez, est-ce qu'il est accompagné et pourquoi c'est vraiment important de réensauvager l'abeille dans son milieu naturel qui autrefois était dans les arbres? Il faut bien différencier parce qu'il n'y a pas toutes les colonies qui meurent de faim. C'est ça ce qui est intéressant. Si on prend de nouveau les chiffres dans les études, par exemple, Tom Seeley, il montre à quelque part que 80% des essaims meurent déjà la première année. Donc, il n'y a que 20% des essaims qui survivent. Moi, je pense, avec ce que je vois en Suisse, maintenant, on perd plutôt 90%, pas 80%. Mais quand on perd 90%, ça ne veut pas dire que les 90% de pertes sont un problème. C'est la différence de 10% de pertes qui pose un problème. Et ça, c'est des choses qu'actuellement, on peut encore régler parce que, voilà, on augmente un peu la diversité florale et ça change déjà beaucoup. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit travailler. Et
quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus par rapport aux actions que vous avez mises en place? Donc, tu parlais vraiment de ces 3 piliers en termes de formation, en termes de pratique apicole, en termes de planter des ressources mellifères pour les insectes au sens large. Et puis ce travail aussi dans les arbres, hein, pour redonner des cavités en fait et permettre à l'abeille de retrouver finalement des zones de nidification. Ouais, quels sont déjà les premiers résultats que vous avez obtenus au sein de votre organisation? Ouais. Alors, je crois qu'on a des jolis résultats déjà. Si on commence un peu avec les chiffres et les faits concrets. En Suisse, les autorités elles disent l'abeille mellifère sauvage n'existe plus. Nous, on fait un monitoring scientifique actuellement sur à peu près 250 colonies. Donc, on a trouvé ces 250 colonies qui ne devraient plus exister. On fait le monitoring, on sait que certains d'entre elles peuvent survivre l'hiver, même plusieurs hivers de suite sans aucune intervention. Alors là, on est en train de créer une très jolie et importante base de données que personne d'autre peut livrer pour l'instant pour la Suisse. Un deuxième projet, on a commencé à faire les cavités d'arbres pour redonner l'habitat naturel à ces abeilles. Là, jusqu'à la fin de cette année, on va être à 120 de ces cavités. Ces cavités sont assez difficiles de faire, ça nécessite jusqu'à 2 jours de boulot pour une cavité. Donc, c'est déjà un joli nombre d'habitats. Et le but, c'est de continuer. Premier but qu'on veut atteindre, c'est 335. Donc, ça va encore nous demander 1 ou 2 années. Et déjà, une partie de ces cavités sont déjà habitées de nouveau. On va les inclure dans le monitoring. Et maintenant, on commence à travailler aussi avec les autres écoles, les universités, pour faire de la recherche, parce que c'est une infrastructure énorme que personne d'autre possède. Ces colonies qui vivent sauvagement et les cavités qu'on a créées, ça donne une infrastructure de recherche. On peut faire plein de jolies études et donner des réponses à des questions qu'on n'a encore pas aujourd'hui au niveau scientifique. Mais je crois qu'il y a aussi, on a un énorme nombre d'apicultrices et d'apiculteurs qu'on a déjà formés. Et il y a aussi clairement un changement de comportement dans les autorités. Donc, on voit des articles, par exemple, dans ce qu'on appelle le Schweizerische Bienenzeitung ou bien le journal suisse d'apiculture, la revue suisse d'apiculture. On voit des articles qu'il y a 10 ans, c'était impossible de voir un truc comme ça. Du coup, ils commencent aussi à parler de l'évolution naturelle, sélection naturelle. Ils n'ont encore pas trop les concepts, ils ne savent pas quoi trop faire avec, mais ils ont déjà pris certains mots. On voit même toutes des phrases entières qui sont copiées de chez nous, donc ça me fait plaisir. Ça commence à changer, on a pu ouvrir un peu le discours. Et avant de conclure, j'aimerais que tu précises un petit peu quel est l'intérêt vraiment de remettre dans son milieu naturel les abeilles. En quoi c'est important dans la vision de l'apiculture et dans l'apiculture de demain de promouvoir cette action en fait de réensauvager en fait dans son milieu naturel. Quel intérêt ça a véritablement sur le plan biologique ou sur le plan, je ne sais pas, sociologique, sur le plan de la recherche? Pourquoi vraiment ces actions sont importantes pour l'apiculture au sens global, de mener ces actions? Moi, je pense que c'est absolument primordial parce que sous l'apiculture, dans une ruche qui n'est pas adaptée, avec la nourriture qu'on donne, avec les traitements, avec tout ce qu'on fait avec les abeilles, c'est impossible que les abeilles puissent s'adapter à la nature. C'est pas possible. Et les abeilles mellifères, ils ont en tout cas plus que 30 millions d'années d'évolution naturelle derrière elles. Elles pouvaient faire avec tout, elles pouvaient faire avec des nouvelles maladies, des nouveaux parasites, de changements climatiques. Rien n'a pu empêcher qu'elles vivent et qu'elles s'adaptent.
Et cette évolution naturelle et la sélection naturelle est absolument primordiale, donc impossible de garder les abeilles à long terme sans cette évolution naturelle si on fait uniquement l'apiculture. Et si on regarde un peu ces dernières dizaines d'années, les médicaments pour traiter le varroa, par exemple, on a de plus en plus des substances plus fortes, l'intensité ou comment dire, la cadence de traitement s'augmente. On utilise des trucs plus forts, donc ça va contre un mur. C'est impossible de continuer comme ça. Il y a même au niveau des scientifiques, il y a certains qui le disent, on va contre un mur. Maintenant, on a fait 30 ans de recherche au niveau de varroa. On n'est pas plus loin qu'il y a 30 ans, donc on n'a pas résolu le problème. Ouais, ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que vraiment remettre l'abeille dans son milieu naturel le plus propice pour elle, c'est lui permettre de développer ses propres mécanismes d'adaptation à un milieu qui est le nôtre, qui est en grand changement. Et dans ses capacités d'adaptation, c'est aussi les moyens de trouver une adaptation comme le fait Apis cerana en Asie, hein, vis-à-vis de varroa. Ouais. Et notamment, comme tu dis, vis-à-vis d'autres prédateurs, on peut imaginer aussi des capacités d'adaptation vis-à-vis du frelon asiatique ou d'autres prédateurs qu'on ignore. Et la seule manière de le faire, c'est de laisser l'abeille tranquille. C'est un petit peu ça, en fait. Oui, tout à fait d'accord. Et donc, pour conclure, comment les apiculteurs, apicultrices qui nous écoutent, ou voire même les consommateurs, tous ceux qui sont passionnés par l'abeille au sens large, peuvent-ils contribuer à soutenir les missions de votre organisation Free the Bees? Oui, bien sûr, c'est même très important parce que, à mon avis, on ne va pas seulement pouvoir protéger et promouvoir l'abeille dans la nature. À mon avis, on a besoin de toute l'apiculture, en tout cas dans un premier temps, parce que moi, je pense que si les apiculteurs commencent à travailler d'une manière un peu plus durable, à diversifier les méthodes, ils font un premier pas déjà à travers la plupart des abeilles qui vivent sous des mains des apiculteurs. Donc, on a absolument besoin qu'ils commencent à diversifier leurs méthodes, qu'ils commencent à travailler d'une manière moins intensive, produire d'une manière extensive, faire quelque chose pour l'abeille, faire quelque chose pour la nature. Donc, voilà, tout est expliqué dans la méthodologie apicole. Et je crois que c'est ainsi que les apiculteurs peuvent travailler. Et pour les consommateurs, c'est un tout petit peu plus difficile parce que le thème, il est complexe. Je crois, j'ai rarement vu un thème écologique qui est plus complexe parce qu'on a justement l'animal de rente, l'animal sauvage dans le même espèce. Donc, c'est devenu très complexe. Je crois que le consommateur, il ne peut pas forcément voir ce qui est un bon miel, ce qui est un mauvais miel. Alors, ça, c'est à nous, et ça, c'est aussi un projet qu'on a, de créer un label qui n'est pas seulement biologique, qui est surtout, je l'appelle écologique, qui prend en considération justement l'abeille et la santé des abeilles. Et ce label, il se tourne autour de notre méthodologie apicole. C'est justement le mot-clé de la diversification qui est là-dedans. Alors, pour le consommateur, tôt ou tard, on va réussir avec notre label sur le miel. Et là, on peut dire, cher consommateur, là, on te propose un miel que tu peux acheter avec une bonne conscience. Et c'est clair, pour créer ce miel sous ce label, il faut de nouveau les apicultrices et les apiculteurs. Très bien, merci beaucoup Eric. Et puis je voudrais aussi souligner que toutes les formations, webinaires que vous mettez en place sont accessibles et mises à disposition gracieusement à toutes les personnes intéressées. Ça fait partie aussi de la mission de Free the Bees de permettre l'accès à tout le monde de ces informations. Et donc, bien entendu, je mettrai le lien de votre organisation sous la vidéo et puis il y aura donc toute une communication qui sera faite pour favoriser
le partage de liens entre toutes les personnes qui se sentent concernées par cette approche. Et dans cette remise en question aussi de ce regard qu'on a de l'abeille, hein, de l'exploitation de l'apiculture intensive vers une meilleure coopération dans d'autres formes d'apiculture, comme vous l'avez donc présenté dans ces différentes grilles de lecture, dans ces tableaux. Et pour terminer, est-ce que je voudrais te laisser le mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de partager à tous ceux qui vont nous écouter? Voilà, j'ai juste ce partage. Le mot de la fin pour toi, André. Merci. Je prends toujours l'exemple d'une colonie d'abeilles parce que pour moi, le fonctionnement d'une colonie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une simple abeille, elle ne peut pas vraiment vivre, mais toute la colonie peut vivre éternellement. Et ça, à mon avis, c'est uniquement possible parce que chaque abeille met son ego un peu de côté et met son énergie pour le bien ou dans le bien des colonies. Et à mon avis, ça c'est le modèle de la nature qui nous montre à nous, les hommes, comment on peut régler nos grands défis, nos grands challenges dans notre société. Je crois qu'on est d'accord qu'on a vraiment des grands challenges devant nous. Et moi, je vois des solutions à tout. Je crois qu'il n'y a aucun des challenges qu'on ne peut pas trouver des solutions, mais on peut uniquement trouver des solutions si on travaille ensemble et si on ne se bat pas un contre l'autre. Donc, il faut absolument se réunir et voilà, on peut régler ce problème pour les abeilles de manière sûre. En quelque sorte, s'enrichir de nos différences et avancer ensemble vers un regard sur la durabilité de ce qui nous unit tous, c'est cette passion des abeilles, hein, finalement. Absolument. Je te remercie, André, et puis je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un live, peut-être à l'occasion du lancement de l'événement. On en reparlera ensemble. Mais déjà, je te remercie chaleureusement pour le temps consacré et puis pour tout ton apport de connaissances et je te dis à très bientôt. Merci Vincent de m'avoir reçu.